40 ans après Alain Peyrefitte, l'indépendance des journalistes a fait d'énormes progrès. Un ministre n'a plus à s'inviter au journal télévisé pour vanter la politique de son gouvernement. C'est sa femme qui le fait pour lui tous les jours. Ça me paraît antique ou soviétique. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir barre sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Ce journal de 20 heures est un véritable événement. Pour la première fois depuis la privatisation de TF1, un élu de premier plan attaque en direct l'indépendance de la chaîne. Vous assurez qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Il n'est pas question pour la star du journal de TF1 de laisser ternir la réputation du groupe Bouygues, son employeur. Et puis après tout, elle n'est pas la seule journaliste à travailler pour un grand groupe industriel. Prenons un exemple, sur une chaîne du service public cette fois. Ce jour-là, Michel Drucker, ancien et futur employé du groupe Lagardère, consacre son émission à Jean-Pierre Elkabbach, ancien et actuel employé du groupe Lagardère. Et qui décident-ils tous les deux d'inviter Arnaud Lagardère, leur patron? Ce que représente le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné. C'est pas un peu ça? C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Non, c'est d'abord une fantastique aventure humaine. Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Mais Monsieur Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, Monsieur Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps La Redoute. À la maison, Monsieur Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. Par particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. Ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. Évidemment, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Claire Chazal, je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne, avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Moi, je crois que les intérêts des gens qui dirigent de fait ce pays sont largement au-delà de la seule personne Sarkozy. Sarkozy ne tient qu'autant qu'aujourd'hui, il peut apparaître comme celui qui va garantir au maximum les intérêts financiers, les intérêts idéologiques des dominants. Mais si demain, pour une telle ou telle raison, il apparaît comme plutôt gênant, ces gens changeront de cheval comme ils changent de chemise, il n'y a pas de problème. Et croyez-moi, l'intérêt, c'est qu'il y a des candidats à droite, bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup à gauche. Alors maintenant, un petit mot sur votre voisin, Jean-Pierre, qui était conseiller de votre père. Vous l'écoutez tous les matins, Jean-Pierre? Non seulement je l'écoute, mais parfois je le vois le matin. Vous venez de temps en temps lire bonjour. Ce qui est un spectacle aussi en soi. Oui, il vient à 8h moins quart moins 10, puis après on bavarde, etc. Puis après on bavarde, etc. Puis après on bavarde, etc. Quand le grand patron d'un groupe de 250 000 employés passe le matin à la radio dont il est le propriétaire, c'est pour bavarder et en aucun cas pour donner des directives. L'indépendance des journalistes est quelque chose de sacré. L'indépendance, je retrouve chez lui avec en plus ses qualités. Sans faire de baratin parce que tu es là, toi c'est vrai que tu t'es imposé comme avec une métamorphose soudaine, presque sous mes yeux, en un grand manager européen. Et ce qui est extraordinaire, parce que je l'ai vu moi 2-3 fois dans des négociations, je peux le dire, il est concentré, il est immobile, on se demande s'il est ailleurs, il est patient, et à un moment où on s'attend le moins, il fonce, il a l'initiative stratégique de mouvement.
Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Je le dis à ceux qui vont négocier avec lui. Couchez, assis, debout. Est-ce que vous avez l'impression que la presse Lagardère est une presse aux ordres, soumise aux intérêts économiques, soumise aux marchands d'art? Non, il faudrait voir selon les titres et selon les parties de l'Empire Lagardère, mais il y a toujours une puissance diffuse, quoi. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler. Quand on crée un journal, il est logique que le propriétaire fixe une orientation. Il les a parfois censurés. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux, et ça me paraît tout à fait normal. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est donc normal que le pouvoir s'exerce. Mais comment s'exerce-t-il concrètement? Prenons un problème qui concernerait la sécurité des centrales nucléaires. Le 27 mai 2008, une dépêche de l'agence France Presse annonce qu'à cause de graves anomalies, l'autorité de sûreté nucléaire a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, les opérations de coulage du béton sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville. L'information a été reprise par différents médias au cours de la journée. Nucléaire, avec l'interruption du chantier de l'EPR à Flamanville, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a relevé des anomalies dans le ferraillage du béton. La dépêche précise que la réalisation des travaux de terrassement, de ferraillage et de coulage du béton a été confiée au groupe. Regardons comment TF1, la chaîne de Martin Bouygues, évoque cet événement dans son journal du soir. Ce jour-là, les 7 millions de téléspectateurs de TF1 ne sauront rien des problèmes de béton sur le chantier du réacteur EPR. Regardons le lendemain. Ah, rien non plus. Regardons le journal du week-end de Claire Chazal. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la suite des intempéries. Claire Chazal, elle non plus, ne pipera mot des déboires de son employeur sur le chantier de Flamanville. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets, et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et un minimum ne pas aller contre ce qui serait ses intérêts politiques et économiques évidents.
Mais vous n'avez pas tort, il y a une crainte assez... Pour certains grands professionnels du journalisme, l'amour de l'entreprise, acquis par la fréquentation assidue des patrons, ne s'exprime pas exclusivement sur le mode platonique, mais se manifeste aussi sous une forme sonnante et trébuchante. Tous, nous vivons désormais à l'ère de la mondialisation et nous allons en faire ce soir une démonstration spectaculaire. Puisque vous le savez sans doute, Microsoft... Dans le métier, quand un journaliste utilise sa renommée au service d'un produit ou d'une entreprise contre rémunération, on appelle ça faire un ménage. Mais les risques de conflit d'intérêts sont évidents. Les ménages sont donc fortement réprouvés par le code de déontologie du journalisme. Il suffit pourtant de décrocher son téléphone pour découvrir que beaucoup font des ménages et que, comme dans les supermarchés, chaque produit a son prix. Imaginons par exemple un monsieur Lambert. Bonjour. Monsieur Lambert, l'appareil de la directeur d'une société, disons, KTP Finance. C'est la première fois que je fais appel à vos services. Et si ce monsieur Lambert prenait contact avec une agence spécialisée pour s'offrir les services d'un journaliste connu? Quelque chose pour les féliciter, un petit peu pour leurs résultats. Et j'aurais bien aimé un journaliste pour faire une... Voyons un peu comment se passeraient les choses. Voilà, donc je voudrais quelque chose de bien. On a un petit budget quand même. Je voudrais un bon rapport qualité-prix, quoi. Vous avez quoi comme budget? On aimerait que ça reste autour de 15 000 euros. Ah oui, d'accord, un bon budget. C'est un bon budget, ça? Ah bah oui. En fait, si vous voulez, on a énormément de journalistes qui en travaillent, donc on a tous les prix. Ah bon? Et après, c'est plutôt à vous de me dire un peu quel genre de journaliste vous voulez. Moi j'aimerais bien PPDA, Christine O'Krent. Christine O'Krent, elle fait plus du tout ce genre de choses, elle se fait déjà assez taper sur les doigts. Elle faisait, mais elle fait plus, c'est ça? Ouais, elle fait plus, elle fait prendre entre guillemets, donc elle n'en fait plus. Mais Guillaume Durand, par exemple, le fait. Lui, c'est combien, par exemple? Ça va être dans les 17, 18. PPDA? Il est au-dessus, ça doit être dans les 25 000. Hein. Mais par exemple, Pujadas ou bien Guillaume Durand, tout ça, c'est possible? Alors, Pujadas, non. En gros, faut oublier les gens qui présentent les journaux. Ah bon? Parce qu'ils sont beaucoup trop exposés et donc ils le font pas. Par contre, Guillaume Durand... Pourquoi ils le font pas? Exposés à quoi? Parce que ça va être payé pour aller faire une convention, une remise de prix, ce que vous voulez, et d'être payé par des entreprises. C'est quelque chose qu'ils vont pas crier sur tous les toits. Ah bon? Non, c'est très hypocrite, hein. C'est mal vu d'autres journalistes, alors que tout. On va dire la moitié des journalistes le font. C'est la direction estime qu'ils n'ont pas à se servir de la notoriété qu'ils ont souvent acquis grâce aux médias, et que du coup, ils servent de ça pour faire de l'argent en dehors. Vous avez pas de liste, j'imagine, des journalistes qu'on peut choisir? Ou vous en avez une? On n'a pas, pardon, j'ai pas compris. Une liste comme ça me permettrait de choisir? Non, ça en fait pas parce qu'on a beaucoup trop peur. En plus, comme je vous dis, c'est... Monsieur Lambert insiste. D'accord. Et il obtient bientôt la liste qu'il demande. Il croule très vite sous les CV des journalistes disposés à faire des ménages. Des CV complets, où figure le tarif du journaliste et le nom des entreprises qui se sont montrées satisfaites de ses prestations. Malgré la multitude des candidatures, M. Lambert parvient à faire son choix. Isabelle Giordano. Par chance, elle est tout à fait dans son budget. Mais cette journaliste, spécialisée dans la défense des consommateurs sur France Inter, saura-t-elle vraiment se mettre au service de l'esprit d'entreprise qu'il souhaite promouvoir chez ses salariés? La réponse ne se fait pas attendre. Isabelle Giordano sait faire la part des choses. Elle est vraiment pro. Tellement pro qu'elle n'hésite pas à faire un ménage pour la société de crédit à la consommation Sofinco et à inviter le directeur de la communication de cette société dans son émission de défense des consommateurs, Service public, sur France Inter. France Inter, la différence. La pensée bourgeoise dit toujours au peuple, croyez-moi sur parole, ce que je vous annonce est vrai. Tous les penseurs que je nourris ont travaillé pour vous. Vous n'êtes pas en état de repenser toutes leurs difficultés, de repasser par tous leurs chemins. Mais vous pouvez croire les résultats de ces hommes désintéressés et purs. Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel,
Ces titres universitaires donnent à ces affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Alors avec nous ce soir, un économiste expert français qui connaît bien ces problèmes. Vous publiez à la main qu'un... Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ? Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les gens de plus de 50 ans. Monsieur Lorenzi. La question est claire, nette. Jean-Henri Lorenzi. Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord. Nicolas Bavray, est-ce que j'ai envie de poser la première question? Aussi Nicolas Bavray, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance. Donc, bonjour Jacques Attali, il est 17h45. Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale. Alors, où on décide. À vos côtés, Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS. Est économiste, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Arrêtons-nous un peu sur l'un de ces experts. Pas plus intelligent que les autres, mais pas moins non plus. Pas plus connu, mais pas moins non plus. Comme les autres, il est invité plusieurs fois par mois à donner son avis d'un talk-show à une matinale radiophonique, en passant par une tribune dans un grand quotidien. Cet expert ordinaire s'appelle Michel Godet. Et sans vraiment s'en apercevoir, les Français ont tous un peu grandi avec lui. Dans un monde qui change, il faut changer aussi les règles du jeu. Et c'est un facteur de crise. Si on veut essayer de continuer avec nos règles du jeu social, nos conventions collectives, nos habitudes, nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre le mercredi, mais qu'il faudra peut-être travailler le samedi. On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie. Et par combien de personnes? C'est la quantité de travail. Bon, or en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays, les pays où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit, moi, dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Son omniprésence médiatique lui a apporté une publicité suffisante qui lui permet aujourd'hui de facturer généreusement ses conférences auprès des entreprises et des institutions. On m'a présenté de façon un petit peu, comment dirais-je, à la fois élogieuse mais aussi inquiétante. Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 € par an. Si l'on ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 €, sa rémunération en tant qu'administrateur de la multinationale Bongrain, aux alentours de 25 000 €, Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 € par an. Bravo Michel. 150 000 €, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. Un SMIC qui pour Michel Godet reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires.
Je veux dire, aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Qui sont parfaitement, non seulement compatibles, mais qui se renforcent réciproquement. Dans votre journal, le monde n'a pas beaucoup changé dans sa forme, en tout cas depuis 50 ans. Est-ce que vous entamez aujourd'hui une révolution? Au milieu des années 90, les partisans d'une économie de marché sans entrave peuvent se réjouir d'avoir dans leur camp un nouvel allié de poids, le quotidien Le Monde. Pris en main par un triumvirat composé de Jean-Marie Colombani, PDG, Edwy Plenel, directeur de la rédaction, et Alain Minc, président du conseil de surveillance, le journal de référence de la presse française, connu pour son indépendance, va ouvrir grand ses colonnes aux experts et aux journalistes qui prêchent les thèses de l'économie néolibérale. Donc le fait que le Monde se rallie aux thèses libérales a forcément des effets sur le champ médiatique dans son ensemble. On dit souvent que c'est le journal de référence. Si le journal de référence défend maintenant les mêmes thèses que Libération défend depuis les années 80, notamment sous l'impulsion de Laurent Geoffrin, et s'il défend les mêmes thèses que défend, on va dire, la gauche du Figaro, on imagine bien qu'on a une forme d'homogénéisation des prises de position dans le domaine économique et qu'hors du libéralisme, point de salut. Mais il se trouve que Le Monde est resté le quotidien de référence et qu'il a continué à faire référence alors même que son discours avait considérablement changé de direction. Bon, et donc, à partir du moment où ces idées-là sont diffusées et affirmées, revendiquées d'un point de vue, on pourrait dire, presque militant, dans le Monde quotidien de référence, alors c'est le légitimateur par excellence. Marcher une place centrale dans le journal. On veut convertir un corps social à une nouvelle sorte de vie collective, à une nouvelle sorte de vie économique et sociale. Et ce corps social-là, fondamentalement, il voulait pas, quoi. Pour des très bonnes raisons. C'est que il avait tout à y perdre. Voilà, donc ça c'est pas difficile. Alors, à mesure de la résistance, d'abord anticipée puis constatée, il a fallu déployer un effort de conviction, de persuasion, de même proportion. Et là, on est entré dans l'ère de ce qu'on a appelé la pédagogie. T'as compris, on n'est pas assez pédagogique, on n'a pas assez expliqué. C'est ainsi que dans les grands médias, un certain nombre de journalistes ont fait de leur métier un émouvant sacerdoce. Éduquer le public. Comment convaincre les Français du changement ou de la réforme? Vous accepteriez quand même une réforme? Parce que tout ce que tout le monde dit, c'est qu'on n'ose pas faire la réforme. J'essaie de comprendre, effectivement, c'est la difficulté de ce pays à faire des réformes. Pourquoi? L'opinion commence à comprendre qu'on ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans renoncer à certains avantages acquis, à certaines rentes de situation. On ne peut pas annoncer aux Français toute une série de réformes difficiles mais nécessaires. Pourquoi les concepts qui nourrissent le débat public sont les concepts comme la réforme, l'archaïsme, la France qui tombe, le déclinisme, le déclin, le modèle social français, etc. Je veux dire, ces mots, tu sais, moi je me suis aperçu qu'il y avait, disons, un petit lexique qui doit faire 15 à 20 mots, hein, pas beaucoup plus. Si tu en prives les journalistes et tous ces experts, ils sont hors d'état de faire une phrase. Mais vraiment hors d'état. Je veux dire, tu leur enlèves réforme, par exemple, ils savent plus quoi dire. Convaincre, c'est aussi et surtout se donner les moyens de convaincre. Pour ça, les médias ont leurs champions, véritables staccanovistes des caméras et des micros. En 6 ans, les deux économistes Frédéric Lordon et Jean Gadret auront été invités 32 fois à la radio et à la télévision. Durant la même période, Jacques Attali,
Jean-Hervé Lorenzi et Michel Godet, totaliseront à eux trois 912 passages. Même si journalistes et experts s'entendent sur l'essentiel, il faut quand même conserver les apparences du débat démocratique. Les médias mettent ainsi en scène régulièrement des joutes acharnées entre débatteurs que tout oppose. Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable. Hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien. Moi, j'irai dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre. Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je trouve que Luc a parfaitement raison. Sont impossibles à remettre en cause, et il n'en sera même pas question, votre honneur, la construction européenne telle qu'elle est, le mouvement général de déréglementation de tous les marchés qu'on appelle autrement la mondialisation, et l'entreprise générale de réduction de la taille, et pour ce qui concerne la France, de démantèlement silencieux de l'État social. Bon, voilà, ça c'était vraiment, c'était les limites de l'épure. Donc il y a ceux qui discutent dans le cadre, et il y a ceux qui discutent pour changer le cadre. Ceux qui veulent changer le cadre, c'est-à-dire les oppositions primaires, ceux-là seront écartés définitivement. Mais bienvenue à ceux qui veulent grenouiller à l'intérieur du périmètre du bac à sable. Ceux-là, oui, on les accepte. Afin de mesurer, nous aussi, la performance de l'économie britannique, nous nous sommes rendus à Londres pour rencontrer un expert que les journalistes français n'invitent jamais. Sir Michael Marmot a dirigé en 2008 une étude commanditée par l'Organisation mondiale de la santé sur les liens entre déterminants sociaux et espérance de vie. Now, the set of economic arrangements that we've had, in a sense, said, well, we don't care about inequalities. So, for example, that means that in the Scottish city of Glasgow, the difference in life expectancy for men between the poorest and the richest was 28 years. Life expectancy in the poorest part of Glasgow is 54 for men, and in the richest was 82. Now, in the poorest part of Glasgow, life expectancy 54, that's 8 years shorter than the average for India, which is 62. So in other words, here in a rich country where everybody has the material conditions to have a reasonable life of water and sanitation and food and shelter, the poorest people have a life expectancy 8 years shorter than the average for India. 4 ans plus tard, la crise économique a démontré à quel point le modèle anglais était performant. Au matin du lundi 15 septembre 2008, les médias découvrent avec effarement une crise financière exceptionnelle qui fera basculer dans l'extrême pauvreté plus de 64 millions de personnes à travers le monde. Trop occupés à faire la promotion des lendemains qui chantent de la révolution libérale, leurs experts préférés n'ont rien vu venir. Et parmi eux, il en est un particulièrement renommé et influent, qui, comme les autres, n'a rien vu venir. C'est Alain Minc. Si depuis 30 ans, un Michel Godet a fait figure d'expert ordinaire, durant la même période, Alain Minc, lui, a joué dans une toute autre catégorie. Cet expert extraordinaire conseille en effet aussi bien les grands patrons que les ministres et les chefs d'État. Dans les médias, il est à la fois sur scène et dans les coulisses. Ce que je voudrais quand même ajouter en contrepoint de ce que tu dis, que je partage à peu près à 80, quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit que, au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel qu'il évitera une crise qui aurait pu être quand même de l'ampleur des très grandes crises financières qu'on a connues dans le passé. C'est quand même, je veux dire, un univers, au fond, qui est très résilient, qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation, très bien régulé, quand même. Je veux dire, le jeu conjugué des banques centrales et même des gouvernements, on se dit l'empirisme, en réalité, prévaut, au-delà des postures idéologiques, et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Et justement là-dessus, c'est du Minc grand cru. Et là, il est en grande forme. Hein. Il est en grande forme, c'est-à-dire qu'il a plus que les prodromes de la crise du siècle. Hein. On est au-delà des signes avant-coureurs. Hein. Mais non, le système est résilient, il va avaler ça, et on va glisser onctueusement, et la croissance va repartir. Il y a un certain niveau de spéculation intellectuelle répétée
avec toujours le même type d'erreurs, et des erreurs énormes, qui devraient être également sanctionnées, non pas sur le plan financier, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, un système démocratique devrait interdire à ces gens-là de conserver leur position, leur statut de grand expert, de grand prêtre, de ceux qui nous disent le vrai. C'est le propre de tout ce qui s'est passé avec cette crise. Elle a pris à revers, et là on voit, c'est la séquence du contre-pied même, ça. Hein. Elle a pris à revers tous ces gens qui, pendant 20 ans, ont certifié que la déréglementation était le meilleur des systèmes. Bon, là, c'est la démonstration à grand spectacle d'une erreur, d'une colossale erreur. 6 mois plus tard, le 7 juin 2008, Alain Minc fait à nouveau preuve du même optimisme. Il invite un autre expert, Daniel Cohen, à la fois éditorialiste au Monde et conseiller à la Banque Lazare. Le 7 juin, c'est, rappelons-le, 3 mois avant le krach de septembre 2008. On m'a dit qu'on ne peut pas employer qu'il est le meilleur économiste français à mes yeux, mais comme c'est l'expression que Valéry Giscard d'Estaing a employée pour Raymond Barre, ce serait quand même un peu excessif. Je crois que c'est l'occasion d'avoir un diagnostic sur un moment économique un peu particulier. Et tu disais, je crois très justement, que d'une certaine façon, la crise financière, encore que ce soit pas du tout fini, mais la crise financière est a priori passée. Bon, voilà, on est à nouveau confronté à une situation où on se dit, si le meilleur économiste de France, selon Minc, se trompe à ce point, nous sommes en juin 2008, est-ce que ça signifie que toute la profession est condamnée et que finalement personne n'a rien vu venir? Or non, voilà, il faut aussi pouvoir dire qu'un certain nombre de gens, y compris des économistes, ont vu les choses venir, et ça depuis plusieurs années. La vraie question est de savoir pourquoi ceux à qui on donne la parole sont ceux qui sont les moins critiques des fondements du système. Effectivement, il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Donc, ils peuvent dire de tout. Ils sont inoxydables, ces gars-là, quoi. Et on se demande ce qu'il faudrait qu'ils disent pour que un jour un média finisse par considérer que, écoute, là vieux, tu es gentil, mais tu vois, tu te rends bien compte. Ce sont les mêmes experts qui sont venus commenter cette crise d'un système dont ils ont tant fait l'éloge. Et on les a vus encore plus fréquemment. Entre septembre 2008 et décembre 2010, Alain Minc, Christian de Boissieu et Daniel Cohen totaliseront à eux 332 passages à la radio et à la télévision. Frédéric Lordon et Jean Gadret, eux, n'auront été invités que 21 fois. Pour Alain Duhamel, comme pour une large partie de la profession, la concurrence est le modèle idéal qui garantit définitivement l'indépendance des journalistes. Alain Duhamel a débuté à l'ORTF à l'époque où Alain Peyrefitte s'invitait au journal télévisé. En parallèle d'une carrière d'inoxydable intervieweur de chef d'État, il illustrera le pluralisme de l'information d'une manière toute personnelle. Au début des années 2000, il vend ainsi ses éditoriaux dans pas moins de 10 médias en même temps. France 2, Canal+, RTL, Libération, Le Point, Nice Matin, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Maine Libre, Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan. Mais malheureusement, le marché n'a pas de sentiment. Et il faut bien dire qu'Alain Duhamel est aujourd'hui un produit un peu dépassé. Mais, si vous permettez... Tout ça, c'est... Pardon, juste sur ce sujet, vous fixez un plafond pour la dette. La concurrence impose à chaque média de renouveler régulièrement ses têtes de gondole. Mais pour capter d'autres publics et gagner des parts de marché, les médias peuvent aussi miser sur des personnalités moins prévenantes, impertinentes, révoltées s'il le faut. Michel Field est un bon exemple de ces journalistes que le marché sélectionne pour leur image rebelle. Ces années militantes, Michel Field en fait un label qu'il valorise d'abord sur le service public. On le voit, tard dans la nuit, évoquer le philosophe Félix Guattari en compagnie de l'ex-brigade rouge, Tony Negri. 10 ans plus tard, sur son plateau, les invités ont changé. Michel Field compose le 17 en direct devant les caméras et appelle au secours la police. C'est une demande grandissante de la part de nos concitoyens, que la sécurité fait partie des libertés fondamentales. Progressivement, Michel Field a fait sien, avec un talent certain, les us et coutumes des stars de la profession. Encore 5 petites années de plus, et Michel Field anime un meeting UMP pour le oui au traité constitutionnel européen. Il y fait acclamer Arnaud Lagardère, le patron d'Europe 1, la radio pour laquelle il travaille. De petite, j'aimais le sport. Et vous avez déjà deviné où Michel Field dîne le dernier mercredi de chaque mois. Bien sûr, Michel Field est loin d'être le seul faux impertinent à pimenter les grilles de programme.
le marché en fabrique régulièrement. L'un de ceux qui a le mieux réussi est Philippe Val. Son label de chansonnier libertaire lui a permis dans les années 90 de prendre la direction du journal satirique Charlie Hebdo. La presse est triste. Bon, oui, ils se sont fait baiser la gueule. Alors... 20 ans plus tard, les médias en bref en France, Jean Lucas. Philippe Val est placé à la tête de France Inter par le directeur de Radio France, Jean Lucas, lui-même directement nommé par le président de la République, Nicolas Sarkozy. L'ex-chansonnier s'empresse alors de licencier les deux humoristes de la station, jugés impertinents par le pouvoir en place. Mais il y a des mélanges de genres possibles, mais il faut faire attention. Qu'on me cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'a pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais. Pour ces journalistes qui passent de la télévision à la radio, de la presse écrite à Internet, du public au privé en fonction des opportunités de carrière, deux règles. Valoriser la marque et ne pas dire du mal d'un futur possible employeur. Aujourd'hui, il y a Internet, donc rien ne peut plus être dissimulé durablement. Comme le martèle Alain Duhamel, la multiplicité des médias garantirait le pluralisme de l'information. Mais sous le régime de la concurrence, l'information est avant tout une marchandise qu'il faut vendre. Et dans ce domaine, il existe par exemple un produit facile à fabriquer, d'un rapport qualité-prix exceptionnel, distribué par tous. C'est une nécessité pour l'information. Au fil des ans, le produit fait divers a massivement envahi les devantures des journaux, des radios et des télévisions. C'est ce dont témoigne notamment une étude publiée en juin 2009 par le département statistique de l'Institut national de l'audiovisuel. Ces 10 dernières années, sur les 6 chaînes hertziennes, la place accordée à l'exposition de drames et de violences de toute nature a été multipliée par 4. 17 adultes au total devront répondre du viol d'une vingtaine d'enfants pendant plusieurs années. Il est même question de proxénétisme. Pendant la même période, ces 4 mêmes quotidiens n'accorderont que 3 articles à une étude de l'Organisation mondiale de la santé établissant que les dangers liés à la qualité de l'air et de l'eau tuaient chaque année plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Jour après jour, année après année, le commentaire médiatique abandonne les réalités sociales et économiques pour ne se focaliser que sur quelques sujets. Drogue, délinquance, immigration, violence. Lorsque des révoltes éclatent dans ces quartiers populaires, comme en octobre 2005 ou en novembre 2007, les médias bien sûr envoient en masse leurs caméras, leurs micros, leurs envoyés spéciaux au spectacle des voitures en flammes et des tirs de flashball. Les raisons avancées par les journalistes pour expliquer ces révoltes ne remettent que rarement en cause les évidences méthodiquement fabriquées par eux d'une jeunesse sans repère et d'un communautarisme en voie de s'affranchir des lois de la République. Et alors, très vite, vient le moment du rappel à l'ordre. Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichois qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit? Mais ça a été déjà dit de toute manière et on le redit tous les jours. On veut bien vous entendre le dire. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. On a l'impression que vous me dites... Si vous les niez, non, mais ça a été fait tout ça. Est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme? Mais je suis calme. Non, mais vous êtes calme, mais vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça sert à rien de foutre le feu à la ville. Donc vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous. Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale, c'est l'éducation au statu quo, c'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficaces, plus ou moins convaincants, mais parfaitement visibles de l'ordre social existant. Est-ce qu'on admet que, à l'illégitimité de l'exploitation
du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte. Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas, il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Qui sème la misère récolte la colère, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être... Ce 21 avril 2009, le présentateur du 20h de France 2 est tombé sur un os. Le délégué syndical de l'usine Continentale de Clairoy refuse de se soumettre à son appel au calme. Est-il légitime ou scandaleux pour des ouvriers au bord du licenciement de séquestrer un patron ou des cadres dirigeants dans leur bureau, même sans violence, même en les libérant assez rapidement? Évidemment, c'est inacceptable. Le boss napping, comme on dit dans les pays anglo-saxons, la séquestration de patrons, c'est aussi inadmissible. Inadmissible de retenir des personnes contre leur volonté dans des bureaux. Pensez à la peur qui les assaille en ce moment-là, à l'angoisse de leur famille, c'est contre l'état de droit. Les prochains coups, il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Est-ce qu'on est en train de passer de la contestation sociale légitime à la violence, au lynchage, comme vous dites même, reprenant Sartre? Oui, attendez, les patrons, aujourd'hui c'est des patrons, demain ça sera un avocat dont la plaidoirie ne plaira pas, après-demain ça sera un professeur dont on trouvera qu'il a trop d'affection pour la princesse de Clèves ou pour le rouge et le noir, un jour ça sera vous, parce qu'on n'aimera pas un de vos éditoriaux un matin. Je crois qu'il y a aujourd'hui, de la part de franges minoritaires, il y a un vrai risque de violence, un vrai risque de lynchage et qu'il ne faut pas laisser passer. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se faire entendre. Nous pensons qu'il convient dans une démocratie comme la nôtre d'établir un certain nombre de règles et qu'il faut à nouveau poser des principes auxquels des démocrates devraient souscrire sans hésitation. Réaffirmer la nécessité du pluralisme dans la presse. En ce mois de novembre 1983, le Premier ministre Pierre Mauroy, à la tribune de l'Assemblée nationale, défend un projet de loi pour la liberté de la presse. Le candidat François Mitterrand l'avait promis. La gauche au pouvoir a l'ambition de donner aux médias français leur indépendance et de garantir leur pluralisme. De ces organes dirigeants, limiter pour ce faire la concentration et se donner les moyens de contrôler efficacement ces dispositions. L'ennemi est alors désigné, la concentration et les puissances d'argent. Nous n'avons pas peur de la puissance de la presse, mais nous ne tolérerons pas la puissance de l'argent, monsieur Godin. Le 13 mai 2009, le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, la voix du groupe Lagardère, reçoit la Légion d'honneur des mains de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Parmi les invités venus le féliciter, le gratin des médias et du monde des affaires, ainsi que des responsables politiques de premier plan, de droite, mais aussi de gauche. Entre ces deux dates, pour la gauche de gouvernement, 30 ans de renoncement.
30 ans de soutien à l'appropriation par de grands groupes industriels et financiers d'une bonne partie de la presse écrite, des radios et des télévisions. 30 ans de renoncement à un service public de l'information indépendant et de qualité. Alors, faudra-t-il encore attendre 30 années supplémentaires pour faire de l'appropriation réellement démocratique des médias une étape indispensable de la transformation économique et sociale? Faudra-t-il laisser 30 années de plus les chiens de garde parler pour nous et agir à notre place?